Donc, bonjour et bienvenue. Merci, Eric, d'être présent avec nous aujourd'hui pour parler finalement d'un sujet qui est fascinant, qui est l'univers des bactéries et surtout leur manière dont elles communiquent. Et ça, c'est un sujet qui est peu entendu, peu connu. Et donc, on a ce grand privilège d'avoir bénéficié de ton expertise pour aller un petit peu plus en profondeur sur ce sujet. Tu es professeur, tu es chercheur en microbiologie et également tu es reconnu mondialement pour ton expertise sur tes travaux sur la vie sociale des bactéries. Donc, si tu pouvais aussi, voilà, davantage te présenter, puis Sûr. nous expliquer justement quel a été ton parcours. Oui, bon, ben, oui, je peux parler de mon parcours. Je suis professeur au Centre Armand Frappier Santé et Biotechnologie de l'Institut national de la recherche scientifique, pour faire court INRS, depuis 20 ans maintenant. Puis j'ai aussi fait mes études auparavant, maîtrise, doctorat à l'INRS. Puis ensuite, j'ai poursuivi avec des études postdoctorales au Harvard Medical School, donc c'était à Boston. Euh, Puis le mathématique, c'est vraiment, je suis microbiologiste, donc mathématiques, ça a été beaucoup la vie des bactéries, des micro-organismes, puis aussi leur interaction avec des autres, par exemple les bactéries qui causent des infections, donc des bactéries pathogènes. Euh, Comme je suis un microbiologiste, je m'intéresse beaucoup au comportement des bactéries, parce que ce sont des petits êtres vivants dont on entend moins parler parce qu'on ne peut pas les voir, évidemment, ils sont microscopiques. Puis on voit plus leurs manifestations que l'être vivant lui-même. C'est toujours plus intriguant. Il y a toujours des défis un peu techniques pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais moi, ce qui m'intéresse depuis plus de 20 ans, c'est justement la vie sociale des bactéries. C'est le fait, comme la plupart des êtres vivants sur Terre, ils peuvent agir en groupe, donc communiquer entre eux, entre elles, pour agir comme un organisme plus complexe que juste un ensemble d'individus. On connaît tous des animaux sociaux qu'on voit spontanément les résultats, des colonies de fourmis, d'abeilles, de termites, etc. On sait tous que des petits individus peuvent ensemble travailler à un bien commun, donc au bien de la communauté, qui oublie un peu le bénéfice des individus qui se sacrifient ou pour le bien du tout, de l'ensemble. Puis ce qu'on sait, c'est que les bactéries peuvent faire ça aussi maintenant. Puis c'est une compréhension qu'on a qui est plus récente, à cause essentiellement des défis techniques d'étudier comment des bactéries, comment ça se comporte un groupe de bactéries quand ils agissent ensemble plutôt que comme des individus. Mais depuis qu'on a découvert que les bactéries peuvent communiquer, parce que la vie sociale existe seulement quand il y a communication, quand il y a un langage entre les individus, puis depuis qu'on sait que les bactéries ont un langage, qu'elles ont une capacité de s'échanger de l'information entre elles, c'est là qu'on a pu commencer à utiliser les bactéries comme étant des organismes sociaux. Je me décris pas nécessairement comme un microbiologiste, mais même comme un socio-microbiologiste. C'est-à-dire que j'étudie la vie Mm. sociale des bactéries, leur comportement, mais pas comme des individus, mais vraiment comme le résultat de la synergie de plusieurs individus ensemble qui agissent dans un but commun. Donc ça, Mm. c'est la thématique générale. Superbe. C'est vraiment passionnant et c'est pour ça qu'on se sent très privilégié de pouvoir approfondir avec toi le sujet. Il y a aussi une interdépendance sur voilà, le pourquoi on utilise et on étudie la communication des bactéries. C'est avant tout un problème qui est celui de l'antibiorésistance. Puis j'aimerais qu'on revienne aussi sur finalement, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont aussi les conséquences qu'on peut observer et pourquoi des chercheurs comme toi vont creuser dans différents domaines pour trouver une solution à cette problématique actuelle. Ouais. Donc on reviendra un peu plus tard à la sociomicrobiologie et pourquoi qu'on s'y Oui. intéresse. Mais parlons justement du problème de l'antibiorésistance. Ce qu'il faut, il y a plusieurs choses à comprendre qui sont importantes. Premièrement, les infections, il y en a toujours eu. C'est naturel, tous les êtres vivants sur Terre attrapent des infections. Donc, que ce soit les plantes, les animaux, même les bactéries peuvent être infectées par des virus. Donc, tous les êtres vivants peuvent être infectés et tomber malades et éventuellement mourir. Les êtres humains ont toujours fait de l'innovation depuis toujours, hein. Depuis que l'espèce humaine existe, elle a toujours
idée de faire des outils, de trouver des moyens de rendre sa vie plus facile, de vivre plus longtemps. Donc, puis un des grands drames qui a toujours affecté l'humanité depuis toujours, c'est les maladies, les infections, ce qui a fait en sorte que l'espérance de vie a toujours été quand même relativement courte. On sait qu'il y a quelques centaines d'années de ça, se rendre jusqu'à 50 ans, c'était vieux. Puis il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas aujourd'hui, qui ne réalisent pas à quel point la vie a énormément changé suite à deux grandes découvertes faites par les humains. La première était les vaccins au 19e siècle. Puis la deuxième, puis ça nous a surtout aidé contre les infections virales, donc contre les virus. Prenons par exemple le COVID maintenant qu'on connaît bien, mais il y en a des centaines d'autres. Puis l'autre grand problème pour les humains, ce sont les bactéries, donc les infections bactériennes. Puis ça, la solution qui a été trouvée, la principale solution qui a été trouvée, ce sont les antibiotiques. Or, les antibiotiques, on a vraiment pu avoir accès à ça seulement à partir environ de la Deuxième Guerre mondiale. Mhm. Donc, c'est avec la découverte de la pénicilline dans les années 30, le développement dans les années 40 et 50 de la production d'antibiotiques à grande échelle, qui a complètement révolutionné la médecine comme on la connaît aujourd'hui. La médecine moderne comme ce qu'on la connaît, c'est-à-dire vous allez à l'hôpital, vous avez une chirurgie, vous en sortez de la chirurgie sans attraper l'infection, ou vous vous coupez avec un couteau en coupant des carottes tout ce que vous faites, tout ça n'existait pas avant les antibiotiques. Donc, avant les années 1950, les gens mouraient encore jeunes et spontanément, régulièrement, d'infections qu'aujourd'hui, pour nous, c'est des infections banales, courantes, dont on ne devrait pas s'inquiéter de ça. Donc, il y a encore, il y a des gens, on est entouré de gens qui ont vécu assez pour connaître l'époque avant antibiotiques. Puis, ils savaient que c'était pas surprenant d'avoir des gens malades autour d'eux qui allaient mourir d'infections qui aujourd'hui sont facilement traitables. Donc ça a été une très, très grande révolution. Puis ça a augmenté l'espérance de vie humaine d'une façon spectaculaire à cause qu'on a pu sauver des infections. Maintenant, qu'est-ce qui arrive au cours des, je dirais à peu près 15 dernières années? C'est qu'on a mal utilisé les antibiotiques. C'était un magic bullet, comme ils disent en anglais, une solution magique un peu. Donc, on en a pris beaucoup, souvent, souvent mal, trop, le mauvais antibiotique. On a parfois pris des antibiotiques quand on n'avait pas une infection bactérienne. Par exemple, quand on a une infection virale, donc une infection causée par un virus, puis que les gens prennent quand même un antibiotique. Puis il y a tout plein de raisons à ça, hein. Il y a la disponibilité facile d'antibiotiques, le fait que dans certains pays, les antibiotiques sont facilement disponibles avec moins de contrôle par le système médical. Il y a toute une panoplie, ça prendrait des heures à faire le tour de toutes les raisons pour ça. Donc, le fait d'avoir mal utilisé les antibiotiques ou d'avoir utilisé les antibiotiques les mauvais antibiotiques, c'est que les bactéries, le but d'antibiotiques, c'est de tuer les bactéries. C'est vraiment, vraiment un poison qui tue spécifiquement les bactéries. Ça a été développé au départ par des bactéries elles-mêmes qui produisent des antibiotiques pour tuer d'autres bactéries. Les bactéries entre elles se compétitionnent et quand Alexander Fleming a découvert les premiers antibiotiques, c'était vraiment qu'il étudiait les micro-organismes. Là, il avait découvert un champignon, puis ensuite on a découvert d'autres bactéries. Donc, des micro-organismes qui compétitionnent entre eux. Ce sont des molécules au départ qui étaient naturelles, qui sont produites naturellement dans le sol, sur les racines des plantes, dans notre système digestif, peu importe. Il y a toujours une compétition des micro-organismes entre eux. On ne les voit pas, mais on est entouré de micro-organismes sur notre peau, sur notre langue, sur notre corps, partout, mais sur le sol, dans la terre, dans l'air, partout. Puis ces organismes-là compétitionnent entre eux pour survivre, pour se nourrir, etc. Et un des moyens qu'ils produisent naturellement, ce sont des antibiotiques. Donc, c'est des molécules naturelles. Mais évidemment, la pharmaceutique moderne a attrapé la balle au bon. Ils ont dit, wow, on va modifier ces molécules-là, on va les rendre des molécules chimiques qu'on fabrique en laboratoire.
Puis là, on va en mettre un peu partout, on va en mettre sur les jouets, on va en donner, on va en mettre dans le dentifrice, puis là, puis parce que l'humanité était tellement affligée par les problèmes des infections depuis des millénaires que c'était comme une révolution extraordinaire. On a sauvé beaucoup, beaucoup de vies. On a commencé à utiliser beaucoup les antibiotiques, à en découvrir des nouveaux, en les fabriquer à grande échelle par des compagnies pharmaceutiques. Et on s'est rapidement rendu compte que les bactéries avaient aussi développé des façons de s'en protéger. Parce que comme les bactéries existent depuis des centaines de millions d'années, même des milliards d'années, ben, elles sont depuis longtemps exposées aux antibiotiques naturels produits par les autres micro-organismes. Donc, elles ont déjà des trucs pour s'adapter à la présence d'antibiotiques pour ne pas mourir. Donc, c'est toujours une compétition entre micro-organismes. Il y en a une qui paie un antibiotique, l'autre a un truc pour se protéger. Elle a produit un antibiotique pour répondre à l'autre. C'est une petite guerre invisible à notre œil. Et dans la nature, la résistance aux antibiotiques existait déjà. Or, ce qui est naturellement arrivé, c'est qu'on a commencé à avoir des bactéries qui résistaient aux antibiotiques. Donc, c'est pour ça qu'on a découvert la pénicilline. Puis là, il y a certains gens qu'on leur traitait avec la pénicilline, ça ne fonctionnait pas, fait qu'on leur a donné un temps d'antibiotique. On a découvert la streptomycine. Puis ensuite, on a découvert l'érythromycine. Puis là, il existe maintenant des centaines d'antibiotiques. Puis on s'est rendu compte que chez un patient, qu'on avait l'habitude qu'un antibiotique fonctionne, ça ne fonctionne pas. On va en essayer un deuxième. Oh, ça ne fonctionne pas. On va en essayer un troisième. Oh, ça ne fonctionne toujours pas. On en essaie un quatrième. Puis là, c'est toujours des nouveaux antibiotiques qui peuvent parfois avoir des effets secondaires, qui coûtent plus cher à fabriquer, qui peuvent parfois devenir un peu toxiques pour nous parce que c'est des molécules qui ont été modifiées en laboratoire. Puis là, les bactéries développent une, deux, trois, quatre, cinq, toute une panoplie de résistances. Et on est rendu aujourd'hui à une époque où on commence à avoir de plus en plus de bactéries qui sont multirésistantes aux antibiotiques. Et ces super bactéries-là, elles ont une seule chose super, c'est qu'on ne réussit pas à les tuer, donc à les traiter par un traitement antibiotique. Donc, on revient à l'époque pré-antibiotique. On Hmm. revient à une époque avant les années 1950-1960, une époque que beaucoup de gens n'ont pas connue, où est-ce qu'on pouvait attraper une infection banale. On va chez le dentiste, on a une petite carie, hop, une petite infection, on prend un antibiotique, il n'y a pas de problème. Maintenant, on peut se faire une petite coupure, on peut. Et il y a des gens qui, il n'y a plus d'antibiotiques qui fonctionnent, qui vont être très, très malades, qui parfois vont décéder par ces bactéries multirésistantes-là. Donc, c'est un problème majeur de santé publique. Toute la médecine moderne est basée sur l'efficacité des antibiotiques. Toutes les chirurgies qui, qui, qui est une des merveilles de l'avancée des sciences en médecine. Tous les gens qui sont sauvés par tellement de chirurgies extraordinaires, puis ça peut être les pacemakers, ça peut être, on sait tous hein, à quel point il y a des choses extraordinaires qui ont été découvertes. Tout ça est basé sur l'efficacité des antibiotiques. Parce qu'à chaque fois qu'on doit couper la peau pour changer, réparer quelque chose, on donne accès à l'intérieur du corps aux bactéries qui sont de l'extérieur. Puis c'est presque inévitable. Puis la seule façon qu'on a réussi à créer cette magie, cette chose extraordinaire qui est la médecine moderne, c'est grâce à la découverte des antibiotiques. Or, si on revient à si on commence à avoir des bactéries multirésistantes, on se retrouve avec la difficulté à utiliser toute la médecine moderne, puis aussi avec l'obligation de commencer à utiliser des produits moins efficaces ou plus dangereux pour la santé humaine pour tuer les bactéries qui nous infectent. Donc, au cours des décennies, les microbiologistes, les médecins, les scientifiques ont découvert toute une série d'antibiotiques. Certains sont plus populaires. Souvent, quand on va avoir un traitement antibiotique, on va souvent se retrouver avec les mêmes molécules qu'on apprend à connaître. Mais il y en a d'autres qui sont plus rarement utilisés. Puis la principale raison, c'est qu'ils sont souvent toxiques pour nous. Ils ont des effets secondaires. Puis on le sait. On les garde quand même comme en réserve parce qu'on dit, bon, on est mieux que la personne soit malade plutôt qu'elle meure. Donc, on va lui donner un médicament si c'est le dernier recours, c'est la dernière limite, mais ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc, le problème de la multirésistance aux antibiotiques en ce moment est en train, en quelque sorte, de devenir une pandémie silencieuse.
C'est-à-dire qu'il y a toute une série de prédictions et de calculs et d'évaluations du taux de mortalité, de surmortalité causée par des infections aux antibiotiques. Comme on disait lors de la pandémie qu'il y avait une surmortalité, on savait le nombre normal de décès qui était dans une population, puis on mesurait le nombre de surmortalité au-delà de qu'on s'attend normalement. C'est la même chose avec les antibiotiques. Maintenant, on connaît le nombre de surmortalité et on prévoit que ça va être des dizaines de millions dans les prochaines années. Donc, la situation est inquiétante. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent très, très fort juste pour rendre l'utilisation des antibiotiques plus rationnelle. Utiliser le bon antibiotique. Utiliser seulement un antibiotique quand il y a effectivement une infection bactérienne. Tu sais, il y a beaucoup de travail là-dessus, mais il y a beaucoup, c'est pas suffisant. Et Oui, malheureusement, il reste beaucoup d'endroits dans le monde où est-ce qu'ils n'ont pas les moyens juste moyen économique, moyen scientifique, de faire ce suivi-là, de suivre, de donner le bon antibiotique, juste identifier l'infection d'un patient. Quand on est malade, pour prendre de bons antibiotiques, il faut qu'on sache c'est quelle bactérie qui nous infecte. Si tout ce qu'on sait, c'est qu'on fait de la fièvre, qu'on fait une pneumonie, on ne sait pas c'est quoi la cause. À ce moment-là, ce que les médecins vont souvent faire, c'est qu'ils vont donner un antibiotique à large spectre. Donc, un antibiotique qui va tuer à peu près n'importe quoi. Mais ça veut aussi tuer d'autres choses, c'est-à-dire nos bonnes bactéries de notre corps. Par exemple, toute notre microbiote qui nous protège, on a besoin exact. de nos bactéries, hein. On sait tous que si on prend un antibiotique à large spectre, souvent on va être un peu malade aussi parce que on va faire des problèmes, on va avoir des problèmes digestifs, entre autres, parce qu'on a toutes nos bactéries naturelles qui nous protègent. Donc, on peut pas détourner le regard puis faire comme si le problème de la multirésistance aux antibiotiques, ça ne nous concernait pas, parce que ça nous concerne tous. On Exact. a tous eu au moins une fois dans notre vie des traitements antibiotiques, ou on va tous éventuellement en avoir. Ou si c'est pas nous, ben, c'est des gens qu'on aime, c'est notre famille, c'est nos amis. Donc, c'est notre responsabilité en tant que société de trouver des solutions à ça. Puis, on va y revenir, mais une des solutions, il y a beaucoup de chercheurs qui développent des nouveaux antibiotiques, des nouvelles façons de contrôler les infections. Et une des stratégies, c'est de retourner à la nature. Donc, au départ, on avait découvert les antibiotiques dans la nature, et la nature a développé plein d'autres stratégies pour se protéger contre les infections. Oui. Merci de nous avoir reposé aussi clairement, ben voilà, quelles étaient les causes principales de l'antibiorésistance. On a bien compris que c'était lié à une surutilisation, une surconsommation, des fois un non-respect des consignes, puis des mauvaises pratiques de prévention. Puis là, on entend bah, justement qu'on arrive un petit peu à ce paradoxe qui peut être on retourne à la case départ, mais aussi moi ce que j'entends, c'est que là dans les avenues qu'il y a à explorer, c'est plus forcément combattre, c'est justement, puis c'est là où je m'en viens tranquillement vers le quorum sensing, c'est de dire bah, peut-être qu'il y a à apprendre quels sont leurs langages pour finalement après peut-être créer une désorganisation qui va nous permettre bah, justement une autre manière d'interagir. C'est bien ça, Eric? Voilà, exactement. Donc, la façon simple, facile ou évidente que les chercheurs ont, quand ils ont découvert les antibiotiques, se sont dit, extraordinaire, on a des molécules naturelles qui tuent les bactéries. Mais à cette époque-là, on ne réalisait pas à quel point, on était nous-mêmes dépendants de tout plein de bonnes bactéries qui étaient essentielles pour notre santé. Donc là, on se rend compte de plus en plus que l'utilisation des antibiotiques peut souvent être problématique parce que ça peut aussi nous rendre malades. Puis deuxièmement, on a aussi découvert au cours des années que la production d'antibiotiques n'était pas le seul moyen que la nature avait développé au cours de l'évolution pour se protéger contre les infections. Mhm. Euh, c'est même relativement rare que la nature utilise la force brute, juste tuer pour faire quelque chose. C'est rarement la bonne solution. C'est souvent un moyen plus doux qui force pas nécessairement la mort, mais qui va juste changer les comportements en quelque sorte. Mhm. Dans notre cas, si on se met du point de vue très anthropomorphique de l'être humain qui se pense un peu supérieur aux autres animaux ou aux êtres vivants sur la Terre, alors qu'évidemment, on fait partie de la nature comme les autres, c'est que on ne veut pas les tuer, les bactéries qui nous rendent malades. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils ne nous rendent pas malades.
On veut juste pas être infecté. On veut pas avoir un effet négatif de cette bactérie qui a envahi une partie de notre corps. Puis, idéalement, on aimerait mieux que notre système immunitaire, qui est une arme naturelle qu'on a, qui a évolué depuis longtemps, qui est extraordinaire, puisse juste faire son travail. Puis parfois, tout ce que le système immunitaire a besoin, c'est un petit coup de pouce. Euh, Parmi les chercheurs qui cherchent des solutions au manque d'antibiotiques ou à la multirésistance aux antibiotiques, il y a des chercheurs qui se disent peut-être qu'on pourrait seulement désarmer les bactéries, donc trouver des stratégies qu'on dit antipathogénèse, donc pathogène causant une infection. Donc, la pathogénèse, c'est la capacité qu'une bactérie a de nous rendre malades. Donc, est-ce qu'il y a moyen de juste faire en sorte que la bactérie ne puisse pas nous rendre malades sans la tuer? L'avantage de ça est multiple. Le premier, c'est que si on ne tue pas la bactérie, on ne favorise pas la sélection naturelle. La nature a horreur de cette... les êtres vivants, leur principal but, c'est vivre. Que ce soit, un brin d'herbe ou un humain, il est programmé pour vivre. Donc, la défense principale ou la force principale de sélection pour des nouveaux individus, pour développer des nouvelles capacités, des nouvelles propriétés, c'est assez de tuer un individu. Ça va pousser au maximum toutes ses ressources, toute son imagination pour se sauver de ça. C'est vrai pour les bactéries aussi. Quand on essaie de tuer les bactéries avec des antibiotiques, elles ont évolué toute une série de solutions pour se prémunir contre ça, pour survivre. Puis c'est ça notre problème en ce moment, là. C'est justement à cause des bactéries multirésistantes, parce que les bactéries ont développé tellement de solutions alternatives pour se sauver de mourir, pour éviter de mourir, qu'on est pris avec cette évolution naturelle-là de tous les êtres vivants de vouloir survivre. Si on essaie plutôt d'éviter que la bactérie nous rende malade, on n'essaie pas de tuer la bactérie. Tout ce qu'on veut faire, c'est la désarmer pour éviter qu'elle produise ses toxines et tous ses enzymes et tous ces petits trucs qu'elle a pour nous rendre malades. C'est-à-dire pour envahir une partie de notre corps. La majorité des bactéries nous causent des infections, pas nécessairement parce qu'elles veulent nous tuer, mais plutôt parce qu'elles veulent survivre, fait qu'elles veulent se nourrir, fait qu'il leur faut quelque chose à manger. Puis si c'est notre peau, ben elle va manger notre peau parce que c'est ça qu'elle a à manger. Hmm. Et évidemment, notre système immunitaire, des fois, réussit à bien se défendre. Parfois, il ne réussit pas parce qu'il y a des brèches, parce qu'on est un peu affaibli, etc. Sachant qu'on pourrait éviter une infection tout simplement en désarmant les bactéries, ce que les microbiologistes ont fait au cours des 100 dernières années, c'est qu'ils ont mieux compris les bactéries. Parce que les microbiologistes, ce qu'on fait, c'est qu'on les étudie comme un être vivant, comme un biologiste étudierait une souris ou une grenouille ou un zèbre. Euh, il- un spécialiste du zèbre va étudier le zèbre pendant des centaines d'années avec tous les autres chercheurs. On se met ensemble, on est beaucoup de chercheurs, puis on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'animal. C'est pareil pour les bactéries. Chaque bactérie a son spécialiste qui apprend à comprendre ses comportements, ses habitudes, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne peut pas faire, comment elle fait pour rendre quelqu'un malade, par exemple. Puis quand on comprend à bien les comprendre, ben, qu'on commence à bien les comprendre, à ce moment-là, on connaît aussi leurs trucs, comment ils font pour nous rendre malades. Mieux on les connaît, mieux on les comprend, mieux on comprend comment ils font pour nous rendre malades, plus ça nous donne des outils, cette science-là, pour trouver des façons de la désarmer, de lui dire non, ça ne vaut pas la peine de nous infecter. Peut-être que tu vas infecter quelqu'un d'autre, va ailleurs, va infecter un brin d'herbe plutôt qu'infecter un humain. Bon. Donc, une des façons que les chercheurs ont découvert que les bactéries avaient de pouvoir monter leur attaque et causer des infections, c'est la communication entre les individus. Et c'est exactement le même principe qu'une armée. Où est-ce qu'entre les soldats entre eux, un seul soldat qui se bat tout seul sans la coordination de tous ces autres soldats autour, tu sais, le bataillon, si c'est chaque soldat tire d'une façon un peu désordonnée dans quelle direction, ça ne sera pas efficace. On le sait tous.
qu'un bataillon, un groupe d'individus qui travaillent tous ensemble dans un but, que ce soit un but positif ou un but négatif, comme tuer l'adversaire, par exemple. Euh, on sait que c'est plus efficace, l'activité de groupe. Les bactéries l'ont compris depuis très, très, très longtemps, depuis des centaines de millions d'années. C'est que quand elles s'organisent, elles sont beaucoup plus efficaces en groupe. Donc, un groupe de Mhm. plusieurs millions d'individus de bactéries qui agissent tous ensemble d'une façon coordonnée, par exemple pour causer une brèche leur permettant de causer une infection, c'est au bénéfice du groupe tout entier de bactéries. Or, Ouais. on sait tous, par notre expérience comme être humain, que la coordination d'un grand groupe nécessite la communication. Donc, l'échange d'informations entre les individus, en général, il faut que l'échange d'informations soit rapide. Il faut que ça fournisse suffisamment d'informations pour que le groupe puisse prendre des décisions assez complexes. Or, on a découvert que les bactéries peuvent faire cela. Donc, cette découverte-là, la découverte initialement, comme la majorité des découvertes, s'est faite un peu par hasard. On a découvert qu'une bactérie en particulier avait une caractéristique un peu surprenante. C'était qu'elle était capable de produire de la lumière. Bon, et oui, il y a effectivement certaines bactéries qui produisent de la lumière. Puis on a découvert que cette bactérie-là, elle produisait seulement de la lumière quand il y avait beaucoup d'individus pareils à elle dans son environnement. Donc, ça Mhm. lui donnait rien de produire de la lumière si ses consoeurs et ses confrères n'en faisaient pas. Parce qu'une seule bactérie perdue dans un grand ensemble, il n'y aura pas beaucoup de lumière produite. Mais que si le milliard de bactéries se mettent toutes ensemble à produire de la lumière, on va avoir tellement de lumière que nous-mêmes, avec nos yeux, on pourrait voir le million de bactéries produire de la lumière. Puis Mhm. elles sont capables de faire ça parce elles communiquent entre elles et elles détectent la concentration ou le nombre d'individus pareils comme eux. Prenez l'exemple que et les bactéries n'ont pas d'organes comme des yeux, comme une bouche, comme des bras, comme des jambes. Donc, ils n'ont pas d'organes faciles pour pouvoir évaluer combien il y a d'autres individus autour d'eux. Nous, les humains, si on est tous dans une salle, on a juste à ouvrir les yeux et on voit s'il y a d'autres humains dans la même salle. Les bactéries, elles, fonctionnent par une production de petites molécules chimiques qui sont un petit peu comme des phéromones, comme des odeurs. Donc, imaginez une salle d'humains où est-ce que tout le monde a les mains attachées, on vous bouche les oreilles, on vous met un bandeau. La seule façon que vous pouvez savoir s'il y a d'autres humains comme vous dans la salle, c'est par l'odeur. On sait tous qu'éventuellement, on va sentir qu'il y a d'autres individus autour de nous. Ouais. C'est exactement le même principe pour les bactéries. C'est que les bactéries sentent qu'il y a d'autres individus de leur espèce, dans leur environnement proche, par l'accumulation d'une odeur autour d'elles. Chaque bactérie produit une petite odeur. Dans ce cas-ci, c'est une petite molécule chimique qui est relâchée par la bactérie. Parce que les bactéries font, comme tout dans la nature, c'est des petites molécules, c'est souvent de la chimie, hein, au fond. Les bactéries relâchent ces molécules-là, ils s'accumulent dans l'environnement autour du groupe de bactéries. Et les bactéries, eux autres, quand ils se nourrissent, mais ils se multiplient. Ils ont de plus en plus d'individus dans un groupe. Et si l'environnement est relativement clos, comme nous, les humains, il y aurait des murs, chez les bactéries, ça peut être à l'intérieur d'un organe, par exemple. À ce moment-là, la densité de la population va augmenter. Les bactéries vont savoir combien il y a d'autres individus pareils comme eux, tout simplement par la concentration du signal, de l'odeur qui s'accumule ou de la phéromone qui s'accumule dans leur environnement. C'est ça leur truc pour savoir, oh, il y a d'autres de mes consoeurs, de mes confrères autour de moi, parce que je sens la concentration du signal, de l'odeur qui augmente de plus en plus. Et chaque bactérie a développé certaines fonctions qui sont seulement nécessaires quand il y a beaucoup d'individus dans le groupe. C'est-à-dire que cette activité-là, prenons par exemple, dans le cas d'une infection, la production d'une toxine. Si vous avez une infection, puis vous avez 10 individus, 10 microbactéries, et une bactérie, c'est un micron, donc c'est un millième d'un millimètre, c'est minuscule. Si les 10 bactéries sont rentrées dans votre blessure parce que vous êtes coupé avec un couteau en coupant des carottes, vous ne serez pas malade parce qu'il y a juste 10 bactéries, votre système immunitaire va s'en débarrasser rapidement. Mais si les bactéries sont relativement silencieuses, c'est-à-dire qu'elles se multiplient, mais sans alerter le système immunitaire, c'est-à-dire sans produire de toxines, en restant. Puis elles se multiplient doucement. Éventuellement, il va y avoir un grand nombre d'individus, puis ils vont atteindre ce qu'on appelle le quorum.
comme lors, par exemple, d'une assemblée générale où est-ce que les individus doivent prendre une décision, puis on dit que le nombre suffisant d'individus pour qu'une décision soit entérinée, c'est le quorum. C'est le même principe. Les bactéries atteignent un quorum. C'est pour ça qu'on appelle le concept le quorum sensing, parce qu'on sent pour atteindre un certain quorum. À ce moment-là, tous les individus sentent tous la même concentration de signal et savent tous que c'est rendu le moment venu de tous commencer à produire la toxine en même temps. Donc, on passe d'un groupe Mmh. d'individus où il n'y a aucun individu qui produit la toxine, et soudainement, 1 milliard d'individus pourront tous la toxine au même moment, exactement en même temps. Comme un cri de ralliement, un petit peu, c'est-à-dire la concentration d'un signal qui s'est accumulé dans leur environnement. On a découvert ça. Les C'est chercheurs, fascinant. on a Ouais. réussi à découvrir que les bactéries faisaient ça. Puis on a découvert comment les bactéries le font, justement, l'accumulation de ces fameux signaux-là. Et ce qu'on fait comme socio-microbiologiste, c'est qu'on essaie de comprendre chacune des espèces bactériennes, quel est son propre langage. Parce que C'est chaque ça, parce qu'elles bactérie ont a tous sa un langue. langage. OK. Donc, il Et y a le de là, langage de telle bactérie qui cause telle infection, qui a son langue à Mmh. elle. Puis si on a une autre infection avec une autre bactérie, elle a son propre langage à elle aussi. Ce et qui ça fait parle en la même sorte. langue. Puis il y en a aussi parfois qui peuvent se comprendre entre elles. Il existe aussi des langages un peu plus universels entre plusieurs bactéries pour qu'elles puissent se parler. Sachant ça, si on peut trouver le langage de bactéries qui nous cause une infection, qui est un langage unique à elle, mais qui n'est pas utilisé par aucune autre des bactéries de notre microbiote naturel qui nous protège, on pourrait viser juste le langage du pathogène. Mmh. Et ce qu'on veut faire, c'est les empêcher de communiquer entre elles. Comment on fait pour empêcher des individus de communiquer entre eux? Il existe 3 stratégies. La première, savoir comment elles font pour produire le signal puis les empêcher de le faire. Donc, ce sont des molécules qui vont interférer avec leurs enzymes qui leur permettent de produire les signaux. On les rend silencieuses. La deuxième façon, c'est de leur boucher les oreilles, c'est-à-dire de utiliser des molécules qui vont les empêcher de sentir le signal. La stratégie la plus souvent utilisée naturellement dans la nature, parce que maintenant on sait que nous, on a découvert le quorum sensing, mais les plantes et les animaux avaient découvert ça depuis longtemps, bien avant nous. Puis ils ont déjà développé des façons pour empêcher les bactéries de communiquer entre elles. Puis un pommier ou un rosier va se protéger contre les infections en interférant dans la communication. Puis ce que les plantes font, la plupart du temps, c'est qu'ils produisent des petites molécules qui ressemblent au signal naturel produit par les bactéries, qui va brouiller les communications. C'est-à-dire qu'il va faire comme un son un peu dérangeant que les bactéries ne vont pas reconnaître spontanément, ça va comme un peu comme les empêcher d'entendre correctement. C'est comme un bruit étourdissant un petit peu autour de nous. C'est comme si on était un groupe d'individus dans la salle, comme on disait auparavant, qu'on avait les yeux bandés puis les oreilles bouchées, on essaie d'évaluer le nombre d'individus par l'odeur, mais quelqu'un rajoutait un parfum très, très, très fort dans la salle. Mmh. Tout à coup, on sent juste le parfum, puis on ne sent plus les autres individus. En fait, les plantes font la même chose. Les plantes Voilà. ont est développé, par exemple, ils savent que tel pathogène produit tel signal. Puis la plante va produire telle molécule qui ressemble un peu au signal naturel produit par la bactérie, mais qui ne va pas permettre d'induire le quorum. Donc, les bactéries ne vont jamais sentir qu'il y a d'autres individus autour d'elles. Elles ne vont pas commencer à produire la toxine. Elle ne va pas causer d'infection tant que la plante produit la molécule qui l'empêche de communiquer. Et c'est ça que je trouve, fascinant puisque justement on change un petit peu le paradigme. Plutôt que vouloir tuer à tout prix, éliminer, éradiquer, on est plutôt à finalement travailler avec l'intelligence écologique, en bloquant ou en limitant les moyens de communication et en ça, voilà, ça nous ouvre plein de nouvelles perspectives. À la fois dans le micro, mais j'espère dans le macro un jour. En tout cas, ça c'est ce qu'on souhaite. C'est Et pour puis ça qu'on justement retourne toujours à la nature, parce qu'on sait que la nature a évolué depuis tellement longtemps avec les solutions.
C'est ça et puis justement, ben, au travers des articles qui ont été partagés, puis qu'on va repartager justement, dans les différents, liens qu'on va vous mettre en bas de la vidéo, je voyais que, il y avait aussi les extraits de canneberge que tu avais utilisés dans un premier temps pour aussi brouiller ces signaux. Puis là aussi dans ce qui nous concerne, c'est aussi les huiles essentielles avec les travaux en lien avec le foin aromathérapie. Puis je serais très curieuse justement de t'entendre sur, ces aspects spécifiques. Absolument. Donc, oui, nos toutes premières fois notre première aventure dans le domaine des molécules naturelles qui ont développé une façon de se protéger contre les infections, c'était chez la Canneberge. Il y a presque une quinzaine d'années maintenant qu'on avait commencé à travailler là-dessus. C'est là qu'on a un peu réalisé à quel point dans la nature, il y avait beaucoup de molécules naturelles, justement, qui avaient évolué chez les plantes pour se protéger contre les infections. Puis quand on a été mis en contact avec Lucie, puis qu'elle nous a parlé des huiles essentielles, j'ai réalisé que probablement une des caractéristiques de ces huiles essentielles-là, c'était justement d'être probablement concentré dans ces fameuses molécules-là que les plantes produisent pour se protéger contre les infections. C'est déjà connu que les huiles essentielles sont souvent riches en plusieurs molécules qui ont tout plein de propriétés bénéfiques pour la plante. Puis je pense que je trouvais que c'était comme presque évident, parce que ça fait longtemps que je travaille sur la communication chez les bactéries, puis je connais le type de molécules que les bactéries produisent. Connaissant un peu les molécules qui étaient présentes dans les huiles essentielles, j'ai remarqué qu'il y avait des similarités dans la structure chimique de certaines des molécules présentes dans les huiles essentielles, certains des principes actifs. Euh, et avec la structure de certaines des molécules que les bactéries utilisent pour communiquer entre elles. Donc, comme on sait déjà que les plantes peuvent se protéger contre les infections et qu'il existe déjà certains exemples dans la littérature de chercheurs qui ont découvert que les plantes produisaient des molécules pour se protéger des infections en bloquant la communication chez les pathogènes qui essaient de les infecter. C'était un pas naturel de se poser la question, est-ce qu'on pourrait étudier plusieurs types d'huiles essentielles, puis voir si on peut identifier certaines huiles essentielles qui avaient la capacité de bloquer la communication chez certaines bactéries pathogènes qui infectent les humains. Donc, on en est là justement aujourd'hui. Là. On, on nous a offert une belle collection d'huiles essentielles, euh, très riche en toute une 62. grande diversité de molécules. Il y en a Je beaucoup? les ai, je les ai comptés ce matin, la liste. 62. Ben, Oui, c'est fait qu'on a ça. vraiment tout un monde là, qui est Oui. étalé devant vos microscopes. Très Et divers, très divers, très oui, divers. puis Et c'est un justement, Puis, Lucie, langage. peux-tu nous parler comment tu as fait la sélection justement de ces 62 huiles oui, ça essentielles? m'intéresse. Ben, j'ai pris les vedettes. 62 sur 300, c'est quand même une sélection, effectivement. Mais c'est les plus probables, tu sais, les plus communicantes et aussi, finalement, quand même, celles qu'on trouve assez facilement dans notre environnement, sur le marché des huiles. Là, tu sais, là. Il y a des produits qui sont couramment utilisés et puis il y en a aussi qui sont agréables à travers ça. Là. Ça, c'est le point important au sujet des huiles. On peut les aimer en plus de les trouver efficaces. On peut les Disons trouver que agréables. Oui. l'étudiant dans mon laboratoire qui travaille avec les huiles essentielles est un étudiant très apprécié. Il y a des belles odeurs dans notre laboratoire. Hein. Oui, il ne dérange pas, lui, avec ses Non, non. travaux. Hein. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est Donc, vraiment intéressant, je Donc, trouve on que. est à l'étape justement on a commencé de l'exploration justement de ça. Là. Donc, choisir des bactéries qui sont des pathogènes qui utilisent la communication pour causer des infections chez les humains, qui sont des problématiques, en particulier, qui sont connues pour causer justement ce problème de multirésistance. Puis, on veut, notre première étape, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup d'huiles essentielles qui contiennent des molécules qui sont naturellement antiseptiques, antimicrobiennes. Parce que les plantes vont jamais mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ils vont souvent essayer de faire les deux, de tuer le pathogène, puis s'ils ne réussissent pas à le tuer, ben, ensuite d'interférer dans sa communication. Ça peut être un ou l'autre, ou un après l'autre, ou parce qu'ils peuvent être infectés par plusieurs choses en même temps. Il y a plusieurs de ces huiles-là que pour l'instant, on a découvert que, évidemment, on a
Il y en a qu'on a découvert, puis d'autres qui étaient déjà très, très bien connus comme d'excellents antiseptiques. Puis nous, on ne veut pas tuer nos bactéries pour faire les tests de communication, pour s'assurer que seulement la communication est. Il y a une interférence seulement avec la communication, puis on ne veut pas du tout affecter la vie, la santé de la bactérie. Donc, on trouve la dose minimale qui est nécessaire, qui pourrait avoir un effet sur la bactérie sans affecter sa santé. On veut seulement l'empêcher de parler, mais on ne veut pas qu'elle soit malade. Donc, on identifie en ce moment les concentrations minimales inhibitrices, les CMI, des huiles essentielles. Puis, on trouve pour chacune qu'une certaine dose sont plus élevées, d'autres sont moins élevées, tout dépendant de la bactérie, tout dépendant de l'huile. Puis, un coup qu'on a identifié la concentration qui n'a aucun effet toxique, la concentration la plus élevée qu'on peut utiliser qui n'a aucun effet toxique pour la bactérie, ça, c'est vraiment très, très important parce qu'on ne veut pas créer de résistance. Donc, on ne veut pas que les bactéries se défendent contre l'huile essentielle comme si c'était un antibiotique. Qu'elles développent aussi des adaptations qui les rendraient résistantes aux huiles essentielles. Donc, ça, c'est essentiel. C'est notre première étape. Là, on a réussi à faire ça pour un très grand nombre, presque toutes les huiles essentielles pour presque deux bactéries maintenant. Puis notre prochaine étape qui devrait commencer en quelque part en décembre ou janvier, c'est que là, on va commencer à étudier l'effet sur la communication de, de toutes ces concentrations-là qu'on a identifiées sur chacune des 60 et quelques huiles essentielles. Donc, la première étape est presque terminée. Puis on a déjà des résultats préliminaires qui sont évidemment pas validés, qui auront besoin d'être confirmés. Mais on a déjà des bons indices qu'on va avoir quelques huiles essentielles qui sont efficaces pour bloquer, pour brouiller les communications chez les bactéries pathogènes. Donc, pour l'instant, on est très optimiste, puis on a hâte d'avoir les résultats validés, confirmés, en quelque part, j'espère, au printemps 2026. Excellent, excellent. Félicitations. Ça s'annonce bien pour les premières bactéries. Puis ensuite, si Oui, c'est confirmé, ben, on va vouloir ajouter d'autres pathogènes pour avoir plusieurs pathogènes avec plusieurs huiles, puis voir lesquelles huiles fonctionnent avec quels pathogènes. Puis on a bon espoir d'avoir. Ensuite, on va vouloir évidemment comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est toujours utile de connaître le mécanisme d'action, valider que effectivement c'est vraiment la communication comme on avait prévu au départ puis qu'on n'a vraiment pas tué du tout la bactérie, qu'on l'a seulement désarmée. Donc, c'est ça qu'on veut vraiment valider et confirmer. On ne croit pas que ça sera nécessaire nécessairement de trouver quelle molécule dans l'huile essentielle. C'est pas essentiel. Ça va dépendre beaucoup des procédés de production des huiles essentielles elles-mêmes, de la source de la plante. Est-ce qu'elle produit plus ou moins de molécules actives? Donc, ça sera des questions à se poser plus tard, là. Parce qu'évidemment, je ne suis pas un spécialiste des huiles essentielles du tout, mais je me doute bien que si on prend une plante en particulier, mais qu'elle est cultivée à différents endroits, à différents moments, elle ne produira pas exactement la même composition d'huile essentielle. Donc, ça pourrait éventuellement avoir un impact sur l'efficacité. Donc, ça sera dans une deuxième étape à se poser ce genre de questions-là. oui, effectivement. Très intéressant et c'est déjà heureux comme cheminement. Puis, est-ce qu'on peut évidemment extrapoler dans toutes sortes de domaines, là, parce qu'au niveau des herbicides, insecticides et autres icides, on a toujours le même comportement observable suite à ce que vous autres vous constatez. On pourrait tirer une leçon qui est plus versatile, là, qu'on pourrait vraiment comprendre que les mauvaises herbes, c'est pareil, les insectes, c'est pareil, puis les délinquants aussi, peut-être à la limite. Là. Finalement, on va avoir une réflexion quand même sociale. La socio, j'aime beaucoup l'expression socio-microbiologie, moi. Je trouve que c'est un indice des lois de la nature Absolument. qu'on pourrait quand même comprendre plus globalement que juste pour les microbes. Là. Oui, bien nous, évidemment, l'intérêt principal de recherche dans mon laboratoire, c'est comprendre le comportement social des bactéries en général. Ouais. Donc, toute découverte que je fais qui permet de mieux comprendre comment les bactéries communiquent entre elles, puis comment elles se comportent quand elles sont exposées à des éléments qui les empêchent de communiquer, ça va être intéressant aussi d'un point de vue de mieux comprendre les pathogènes, comment elles font pour trouver des solutions. Est-ce que les bactéries vont trouver une solution envers des huiles essentielles ou
c'est des molécules qui sont assez naturelles, qui ont évolué depuis aussi longtemps que les bactéries, donc peut-être qu'il n'y aura pas de façon de contourner le problème. On va voir, on va découvrir. Je m'attends qu'il y ait vraiment peu de problèmes de résistance parce que comme on ne tue pas du tout les bactéries, on va juste les empêcher de communiquer, on ne les tue pas. Les bactéries restent là, mais comme elles ne sont pas capables de se nourrir en causant l'infection parce qu'elles n'ont pas leurs toxines puis leurs enzymes et tout, je m'attends qu'elles restent vraiment silencieuses, puis à ce moment-là, le système immunitaire peut s'en débarrasser tout simplement, sans qu'on ait été malade, puis sans qu'il y ait eu de phases de blessures ou d'effets négatifs de la prise de la molécule ou de l'huile essentielle. Évidemment, il va falloir toujours choisir des infections où est-ce que l'huile essentielle peut se rendre à la bactérie. Évidemment. Oui, c'est ça. Ça va être dans le mode d'application. Ça va faire partie aussi de vos travaux, j'espère, parce que on veut déboucher évidemment sur des mises en application de ce qu'on découvre et sur le plan familial. C'est quand on parle de prévention, d'hygiène, on a quand même une portée qui peut être assez intéressante pour le public. Là, c'est le public que ça intéresse, l'attitude préventive, là. Santé, tout simplement. Absolument. Ben, J'aimerais ça, ça c'est sûr. écouter. Ça va venir ensuite, là. Oui, oui, oui. Oui, OK, parce que c'est là qu'on va déboucher sur quelque chose qui est vraiment utile comme recherche, là. Tu sais, on n'est pas dans les cas critiques nécessairement, mais dans l'hygiène, on a affaire vraiment à protéger notre monde, hein. Mais moi, j'avais, au niveau des explications et de la logique de ces observations-là, là, je vous mentionne une conversation avec un autre biologiste où est-ce qu'on avait un phénomène de résistance à la pasteurisation dans le domaine de l'industrie laitière. Et la résistance découlait du fait que la pasteurisation détruisait toujours environ 95 des bactéries du lait, mais l'ensemble des bactéries. Donc, ça libérait 95 de la matière alimentaire disponible pour les 5 qui restent. Automatiquement, par le simple fait de pasteuriser, on créait un environnement prospère pour les pathogènes. Parce que là, le 5 qui restait, il y avait des résistants pathogènes qui pouvaient maintenant manger 100 de la nourriture. C'est comme libérer le pâturage pour finalement les plus dangereux. Alors, c'est une question de territoire un peu plutôt, comme interprétation du résultat. C'est comme si on laissait libre le territoire pour les plus délinquants, les plus malcommodes. Alors, l'occupation du territoire, ça peut être une explication aussi de ne pas les tuer pour qu'ils occupent le territoire de manière à ce que les plus virulents soient hors service. Il n'y a pas de place pour rentrer, tu sais. Ben, dans notre cas, évidemment, les êtres humains, comme on a notre microbiote naturel qui nous protège, qui sont nos amis les plus fidèles, notre but, ça va vraiment être de dis- déranger le moins possible notre microbiote pour Voilà. qu'il puisse reprendre toute la place. Puis s'il y avait une petite partie qui avait été envahie par le pathogène, on se débarrasse du pathogène. Puis le système immunitaire, nous, notre système immunitaire, il travaille en collaboration avec notre microbiote. Hein. Notre microbiote, notre système Voilà. immunitaire, ce sont des amis, ils travaillent ensemble, ils ont évolué depuis notre naissance pour travailler ensemble. Donc, ces deux parties-là de notre protection naturelle vont faire en sorte de se débarrasser du pathogène. Si on a juste évité que le pathogène puisse prendre trop de place pendant le moment où est-ce qu'il y avait une blessure ou un petit déséquilibre dans notre santé. Hein. Donc, ça serait ça l'hypothèse de travail général. Là, on travaille dans cette direction-là. Microbiote, c'est super. Vous avez un grand sujet. J'aurais le goût de vous en poser un autre. La diversité des molécules actives. Dans une huile essentielle, c'est une composition qui est très complexe. Puis, dans le nombre de composants pour constituer une huile, là, il y a vraiment, c'est difficile de faire une copie. C'est difficile de faire une synthétique de ça. Puis l'industrie n'apprécie pas du tout cette diversité-là parce que c'est très coûteux à imiter. Alors, mais l'original est inimitable, mais justement, peut-être qu'il a conservé son efficacité à cause de cette diversité. Ça, c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'il y a moyen de répondre à cette question-là? Ben moi, je n'ai pas la réponse évidemment à ça, mais je peux essayer de réfléchir tout haut. Euh,
souvent, la meilleure façon d'éviter la résistance d'une bactérie, c'est de l'attaquer sur plusieurs fronts en même temps. L'avantage des huiles essentielles, c'est que justement que ce n'est pas une seule molécule. Je pense que c'est la plus grande force des huiles essentielles. C'est D'accord. très probablement qu'elles ont évolué pour interférer avec l'action de la bactérie pathogène par plus qu'un moyen en même temps, ce qui fait que la bactérie ne peut pas s'adapter ou parce qu'elle ne peut pas faire toutes les mutations, toutes les adaptations qui nécessiteraient de s'attaquer à tous les différents problèmes qu'il apprend de différentes façons différentes. Donc, je pense que ça serait une erreur d'essayer de trouver une seule des molécules dans une huile essentielle, puis en choisir juste une, puis dire c'est elle qui est active. Je pense que c'est voué à l'échec d'essayer de faire ça. Parce qu'à ce moment-là, il y aurait beaucoup plus de chances que la bactérie trouve une façon de juste changer un petit peu son langage ou de changer la forme de ses oreilles un tout petit peu pour que justement la molécule ne fonctionne pas. Alors que si souvent, quand il y a certains terpènes, par exemple, dans les huiles essentielles, c'est souvent une famille de plusieurs molécules similaires qui se trouvent dans la même huile essentielle. Puis je pense que c'est très probablement évolué comme ça, justement pour éviter que les bactéries puissent s'adapter. C'est mon hypothèse. C'est une très belle hypothèse. Je pense que c'est pas mal proche de la vérité parce que on a un simple raisonnement logique aussi, c'est que les plantes, ça court pas vite. Hein? Vous avez remarqué? Puis ils ont été obligés de devenir des chimistes compétents, très, très, très qualifiés pour la chimie. Mais la course à pied sont vraiment nuls. Mais les autres C'est ça. défenses, c'est pas les leurs, mais la chimie, ils sont bonnes là-dedans. Mm. Eh oui, c'est ça. Ils ont développé la meilleure solution pour se protéger, puis c'était Ouais. justement d'être très, très efficace à manipuler les pathogènes qui essaient de les envahir. Puis ils font la même chose aussi pour choisir leur microbiote. Les plantes sont très, très efficaces à choisir un microbiote très, très, très précis qui est très, très bénéfique parce qu'ils sont tellement dépendants de leur microbiote pour absorber les nutriments, pour tout ça. Donc, elles produisent beaucoup des molécules dans leur huile essentielle. Non seulement les protègent contre les infections, mais sélectionnent aussi leur microbiote bénéfique. Donc, cette évolution-là existe depuis des centaines de millions d'années, puis on peut en bénéficier. Oui, j'aime, j'aime vraiment votre propos, là. C'est vraiment 100%, là, des vérités qui méritent d'être redécouvertes, là. Et grâce à l'échec d'une avenue, on va perfectionner. Puis l'humanité progresse grâce à ça. Parce qu'on constate qu'on a une affaire à améliorer, on y va, puis on trouve un petit peu mieux la prochaine fois, à chaque fois. Fait que là, on est en bonne marche, je trouve, pour une amélioration au niveau des soins, mais aussi de la prévention et de la régie de l'ensemble de l'interaction avec l'environnement. C'est Ben, vraiment pendant longtemps, on remarquable. pensait que la raison pour laquelle les huiles essentielles elles nous aidaient pour certains types d'infections, c'est parce qu'on pensait que c'était l'activité antiseptique pour tuer le pathogène. Mais Mm. ça me semble improbable que c'était la seule raison, puis probablement que les utiliser seulement comme antiseptique est très clairement voué à l'échec parce que on ne peut pas faire autrement. Les bactéries développent des capacités de résister aux antibiotiques. Elles développent aussi des capacités de résister à l'activité toxique des huiles essentielles. Ça, c'est bien connu. Donc, on ne veut Oui. pas faire ça, on ne veut pas les tuer. Mais, mais je dois nuancer ça par mon expérience. Là. J'ai un antiseptique, là, un complexe contre la grippe là, qui date de 30 ans passés, là, hein, et puis qui est encore efficace. Oui, Parce mais que les chiens, chacune c'est un des virus. huiles, C'est un virus. C'est pas une bactérie. ah oui, c'est vrai, c'est un virus, mais La il grippe va est un virus, ça, il attraper n'y a pas de aussi problème. Il n'y a pas de problème. les autres pathogènes C'est en ça. passant. Parce que l'infection de gorge ou de muqueuse ou tout ça va être, elle, provoquée par des bactéries, n'est-ce pas? Plus souvent, oui. Mais souvent, ça peut commencer qu'un virus, puis un coup que le dommage est fait, puis qu'on C'est est un ça. petit peu. Là, à ce moment-là, la bactérie va venir en deuxième. Là, quand tu arrives dans les hits, Je suis pas médecin, je ne vais pas m'embarquer là-dedans. ah non, mais on est tous capables d'en attraper des hits, on connaît ça. Ah oui, 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 bien sûr. Est-ce En que tout j'ai cas, répondu à vos c'est questions? oui, vous avez répondu à nos Magnifiquement. questions et même bien plus. Puis merci justement pour ce début d'immersion justement sur ce qu'est la sociomicrobiologie, voir aussi concrètement ce que les dernières avancées sur vos travaux de recherche.
Ce qu'il faut aussi nommer, c'est que vos travaux de recherche sont possibles et rendus possibles grâce à la Fondation Armand Frappier, notamment le fonds d'aromathérapie qui a été initié par Lucie. Aussi rappeler que voilà, ce sont des travaux qui s'effectuent dans le temps, et vous l'avez nommé, des échéances qui sont multiples. Donc c'est pour ça aussi qu'on a besoin des encouragements du public. Donc pour toutes les personnes qui ont été fascinée de vous entendre sur vos travaux, puis voir toutes les potentialités qu'ils ouvrent dans l'avenir. Et ben, il y a tout à fait la possibilité donc de contribuer en donnant des dons, notamment à la fondation. Puis bien sûr, le lien, on va le remettre en descriptif sous la vidéo. Et peut-être, Eric, revenir justement sur pourquoi le don est aussi important et comment bah, justement il contribue au rayonnement de vos travaux. Absolument. Donc, bon, bien évidemment, la recherche académique, donc c'est dans le domaine public, hein. On travaille dans les universités. Au Canada, toutes les universités, c'est des universités publiques. Donc, la recherche est faite par, par des chercheurs, donc des professeurs de microbiologie qui ont toute une équipe de chercheurs. Puis les chercheurs de mon équipe, c'est des étudiants. Là. Donc, c'est des gens, je leur enseigne à devenir des chercheurs scientifiques. Donc, je leur enseigne les bases et ensuite à développer toutes les compétences pour devenir des chercheurs qui pourront contribuer plus tard eux-mêmes à l'avancée des connaissances. Pour former des chercheurs, il faut les soutenir. Il faut se dédier à temps plein, hein. Donc, c'est pas des. Quand on étudie pour devenir chercheur, on passe des très longues heures dans le laboratoire. Puis on ne peut pas en parallèle avoir un emploi pour subvenir à ses besoins, puis faire de la recherche d'une façon efficace pour devenir un chercheur. Donc, on a besoin non seulement d'acheter le matériel de laboratoire, tous les produits, toutes les machines et tout, mais on a besoin aussi d'une bourse pour permettre aux étudiants de se dédier pleinement, de se concentrer sur leur recherche, donc avancer la recherche et eux-mêmes développer leurs compétences. Donc, dans ce cas-ci, le don nous permet d'avoir un étudiant à la maîtrise dédié à 100% sur ce projet-là, qui s'appelle Louis Thomas. Puis Louis Thomas, c'est un étudiant qui maintenant a commencé sa maîtrise depuis presque un an, puis qui se dédie corps et âme donc à ce projet de recherche. Donc, il passe par toutes les étapes. Lire beaucoup sur le sujet, comprendre les huiles essentielles, comprendre le quorum sensing. Puis ensuite, en collaboration avec moi-même, évidemment, son superviseur, on établit des hypothèses, des objectifs, des procédures de travail expérimental dans le laboratoire. On obtient des résultats, on analyse ça. Puis donc, on obtient des résultats, on avance la recherche, mais en même temps, lui-même, on le forme pour devenir lui-même un chercheur qui va pouvoir contribuer plus tard à la société québécoise. Donc, les dons sont essentiels pour qu'on puisse se permettre d'avoir un chercheur dédié à 100% au travail sur ce projet-là. Autrement, l'argent vient d'organismes subventionnaires qui eux-mêmes utilisent l'argent de nos impôts, qui est remise dans la recherche dans les laboratoires. Mais les organismes subventionnaires ne peuvent pas fournir de la recherche pour toutes les recherches. Parfois, il y a des recherches qui ont plus de difficultés à obtenir du subventionnement que d'autres types de recherches. Surtout les recherches qui sont un petit peu parallèles, qui sont un petit peu moins dans l'air du temps, que les organismes subventionnaires vont pas être certains si c'est pas un peu risqué ou pas. C'est là que la recherche qui est soutenue par des dons philanthropiques et par des dons, par exemple, la Fondation Armand Frappier, nous permet de faire des recherches qu'on ne pourrait pas faire autrement. Donc, c'est là que c'est vraiment le don de Lucie est vraiment très, très important à ce moment-là parce que ça a permis d'engager un étudiant qui peut se concentrer spécifiquement sur un projet qui a été défini en collégialité, en partenariat entre Lucie et moi-même. Elle nous parle un peu des besoins, de ses connaissances, de son expertise. Moi, je rajoute ça, mon expertise, mes idées, puis on a mélangé ça ensemble, puis on a créé ce projet-là. Puis on essaie d'être le plus scientifiquement rigoureux possible, que les gens, à la fin aient confiance dans les résultats qui ont été obtenus.
puis qui donne peut-être le goût à d'autres personnes de vouloir faire d'autres types de recherches similaires ou de poursuivre dans d'autres laboratoires ou on verra qu'est-ce va être la suite. On peut pas, on peut juste présumer sur la suite, mais c'est là qui est l'essentiel, c'est que le don, c'est l'étincelle, hein. C'est ce qui permet de partir un intérêt. Puis moi-même, je ne pouvais pas présumer. Mon hypothèse, c'est qu'il va y avoir des résultats intéressants, mais je ne peux pas deviner quels seront les résultats. On est en train de découvrir tranquillement que l'hypothèse semble se réaliser. Pour l'instant, c'est encourageant. On va se rendre jusqu'à la fin de la maîtrise. Puis à mesure qu'on va avoir des résultats, on va rediscuter, on va voir à, à maximiser l'utilisation du don en permettant aussi à lui, Thomas, de peut-être participer à des congrès scientifiques où est-ce qu'il va parler, diffuser ses découvertes pour qu'il y ait d'autres personnes qui en entendent parler. Puis des fois, ça peut intéresser d'autres chercheurs qui vont vouloir eux aussi essayer de faire des recherches là-dessus, etc., etc. Parfait, merci. Donc on comprend que Et chacun, à notre mesure, on peut contribuer justement à cet élan, puis à la propagation justement de toutes ces avancées. Lucie, est-ce que tu aurais une conclusion justement pour motiver nos auditeurs ben, à oui, donner? c'est tout ce beau propos là qu'Éric vient de nous expliquer à quel point ça compte pour recruter des chercheurs, puis des étudiants ou des chercheurs qui sont déjà dans le cheminement. L'important, c'est qu'on se rend compte que nous, public, moi j'en fais partie, là, j'ai plus de compagnie, je suis juste un amateur d'huile essentielle, et que nous, du public, on désire que cette recherche-là progresse et qu'on s'embauche des chercheurs. Parce que c'est notre responsabilité de les faire travailler pour notre sujet auquel on croit. Alors, Absolument. l'important, c'est de recruter grâce à ces dons-là. Alors, les personnes qui donnent recrutent des chercheurs pour les mettre sur cette recherche en aromathérapie. Généralement, ceux qui ont utilisé et qui connaissent l'aromathérapie, ils en connaissent les succès. Alors, c'est intéressant pour eux de consolider la connaissance au sujet de ces succès-là qui ont été constatés par des utilisateurs. Puis nous, ben, Oui. notre bout, ben, on fait notre petit bout, la petite partie scientifique là-dedans qu'on essaie d'ajouter un peu des données, de rajouter le point de vue de chercheurs qui ne connaissent pas ça, mais qui dit, ben, bon, de notre point de vue, ça pourrait fonctionner comme ça, voici ce qu'on propose, puis on l'essaie. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment ouvrir une porte. Cette porte-là est prometteuse. Là, vous l'avez constaté qu'elle est prometteuse. C'est déjà un très gros point. Merci beaucoup. Puis, le public, ceux qui assistent au colloque auquel on va assister à fin novembre, c'est tous des utilisateurs, soit des thérapeutes, soit des amateurs, des utilisateurs tout simplement, qui ont des constats de succès aussi qui sont quand même assez remarquables. Alors, si on s'organise pour que ces succès-là deviennent des preuves, moi, je pense qu'on consolide un domaine qui est extrêmement important. C'est merveilleux. Donc, je pense qu'on va se quitter sur ces mots d'encouragement collectif et d'élan collectif. On vous remercie infiniment, Eric, pour votre disponibilité. Donc, bien sûr, il y aura des suites, puisqu'on entend que c'est un travail en continu et en avancée. Donc, on invite aussi notre public à suivre les différents articles qui vont être partagés généreusement pour la suite, pour toujours justement vous garder alerte et sur toutes ces avancées-là. Ça fait Merci un plaisir. beaucoup, Eric. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir.